26 novembre 2015, nous sommes à la Cité de l'Espace, 50 ans jour pour jour après l'envol du premier satellite français, Astérix, au sommet de Diamant A. Alors Yes. à mes côtés, Georges Estibal, un acteur de cette grande aventure française. Donc quel a été votre rôle? Vous étiez à Matra, je crois, à l'époque. Oui, moi après 28 mois passés à Colombéchard à Maguire, comme appelé du service militaire, et travaillant sur le CIS, Centre d'essai d'engins spéciaux de Colombéchard, je suis rentré à Matra, chez Lagardère, et c'est Pierre Quétard qui m'a embauché en 60, juste après les accords d'Évian, puisque je sortais d'Algérie. Et je suis rentré chez Matra, qui venait de récupérer le satellite A1 de la part de la CEREB, puisque c'était la CEREB qui était maître d'œuvre de ce programme de lanceur. Et donc, ils nous avaient confié 3 tâches. Ils nous ont confié le satellite A1, la case à équipement du lanceur et le système de basculement de la partie haute du lanceur permettant d'orienter, avant mise en orbite, le 3e étage pour permettre la mise en orbite du satellite. Voilà, donc j'étais embauché comme ingénieur dans l'équipe de projet, et principalement pour m'occuper de tout ce qui était télémesure, en particulier. Alors, un saut dans l'inconnu à l'époque, puisque s'agissant du premier satellite français, il allait être soumis à des conditions, le domaine de l'espace, qui était finalement à l'époque peu connu, du moins beaucoup moins que maintenant. Donc, comment vous faisiez-vous? Vous aviez prévu des marges, par exemple, des marges d'erreur possibles, de température, de radiation? Oui, c'est-à-dire qu'on avait déjà une expérience. Matra était très impliqué déjà dans les lanceurs, pas les lanceurs évidemment comme Diamant, mais on avait un certain nombre de fusées. D'ailleurs, ça s'appelait les engins Matra, dont il y avait une expérience du comportement d'équipement soumis à des accélérations, des vibrations, etc. Donc il y avait déjà, c'est la raison pour laquelle on a hérité de ces contrats qui avait déjà basé sur une expérience de missile, Oui. Voilà. Alors, le premier satellite A1, lui, il avait pour mission surtout de vérifier les conditions de lancement de la fusée et de vérifier que les performances attendues étaient bien obtenues. C'est-à-dire, le satellite était en fait un détecteur de performance, Il était passif, c'est pas un satellite scientifique, c'était un satellite qui permettait de mesurer les accélérations, les vibrations, et puis tous les paramètres, les tensions de batterie. Et il y avait à bord 2 grands équipements, un répondeur radar qui permettait de vérifier que le satellite était bien en orbite et connaître sa position. Il y avait des télémesures, une télémesure qui était fournie d'ailleurs par la SAT, à l'époque. Le répondeur, c'était un répondeur Motorola américain, je dois dire. Et la télémesure, c'était des télémesures SAT avec évidemment des adaptations pour mesurer les tensions des batteries, mesurer les systèmes pyrotechniques, mesurer les vitesses des gyros, etc. Il y avait une boîte à pont qui faisait l'interface entre tous les détecteurs, soit thermiques ou autres, et puis la télémesure. Voilà. Donc essentiellement un équipement de télémesure pour vérifier les performances du lanceur. Voilà. Et quelles étaient les plus grandes contraintes techniques, les plus grandes difficultés que vous avez eu à relever pour ce satellite? Alors oui, je ne parle pas des systèmes de basculement et de la case. Aussi. On va commencer par le satellite, après on va voir la case. Pour le satellite, on espérait, on estimait qu'il y aurait des niveaux de vibration d'une certaine amplitude. Donc on a dimensionné à la fois les équipements qui étaient embarqués pour résister à ces vibrations. Les températures, on les a estimées en fonction d'échauffement possible dans la traversée dense des atmosphères, etc. Tous ces paramètres, on les a estimés et on avait dimensionné les capteurs et la télémesure en fonction des paramètres qu'on avait. C'était pas d'une complexité énorme quand même. Et pour la case à équipement, le système de basculement, c'était peut-être plus compliqué? Non, alors ça, c'était le système de basculement, ça, c'est vraiment une révolution. Parce que là, il s'agissait, une fois que les 2 premiers étages de la fusée étaient tirés, c'est-à-dire tirés à la verticale, ensuite, il fallait orienter
le troisième étage dans une position telle que l'allumage de ce troisième étage mettait en orbite les satellites à l'orbite désirée. Là, c'était vraiment une performance et c'était vraiment la première fois qu'un système de basculement tel que celui-là était réalisé. Donc on avait à Matra une équipe d'experts qui était dirigée par un monsieur qui s'appelait Jean Didi, qui était le spécialiste de ce pilotage. Ça fonctionnait comment, sans rentrer dans les détails? C'était bon, on avait évidemment des gyros, une centrale gyroscopique qui permettait de connaître les positions, et ensuite le basculement se faisait avec des petites tuyères qui étaient alimentées par un réservoir de fréon, et les tuyères donnaient les impulsions qui convenaient pour orienter le troisième étage dans sa position désiré. Voilà. Ouais. Parce que pour faire comprendre un peu aux néophytes, si le troisième étage ne s'oriente pas comme vous le dites, le satellite part dans une mauvaise direction, il n'y a pas de satellisation. On continue une trajectoire balistique, si on peut dire, et le satellite retombe. Là, il faut échapper à l'attraction terrestre et donner la bonne impulsion. Enfin, moi, je ne suis pas un expert de ce genre de truc, mais il faut donner la bonne orientation pour que... Et la bonne impulsion aussi, la bonne orientation et la bonne impulsion par le troisième étage. Alors le troisième étage, lui, c'est un étage à poudre, hein, et il donne une impulsion, et la mise en orbite se faisait de cette façon. Donc le satellite lui-même, il avait pour mission de bien vérifier que tous les paramètres, ces paramètres-là, étaient bons, et le test final, c'est le répondeur radar, qui lui interrogeait lors de l'orbite de la trajectoire du satellite, était interrogé, permettait de connaître à tout moment la position du satellite. Donc, et c'est pour ça que tout le monde sait que les antennes de la télémesure ont été cisaillées par la coiffe au moment de la mise en rotation. Donc on n'a pas pu avoir les informations de télémesure, mais ce qui était important, c'était d'avoir les informations du répondeur radar. Et ça, le répondeur radar, si vous voyez le satellite qui est là, les antennes du répondeur radar sont les antennes circulaires blanches là, qui sont sur la périphérie. Et elles n'ont pas été détruites par la coiffe. Voilà. D'ailleurs, vous montrez la maquette taille réelle qu'on a à la Cité de l'Espace, qui a été dévoilée ce matin. Qu'est-ce que ça vous fait 50 ans après de redécouvrir Astérix taille réelle? Ben, écoutez, pour moi c'est une émotion parce que à cette époque-là, comme vous avez pu le voir, on avait fait un certain nombre de photos, et la photo qui avait été retenue pour les vœux de la société Matra à ce moment-là, c'était ce satellite avec un petit ingénieur penché sur le satellite, et c'était ma pomme, quoi. Alors bon, quand je vois ce satellite et que je revois ma photo, je suis un peu ému, quoi, mais je ne veux pas attirer l'attention sur moi. Le résultat, c'était un travail d'équipe, hein. C'était Pierre Quétard qui était le patron de Matra Espace, et on était autour de lui une équipe qui avait chacun des fonctions. C'était le résultat d'une équipe, hein. C'est pas moi personnellement. Moi j'étais en photo, mais j'y ai travaillé dessus, mais enfin c'est tout, quoi. Oui, mais ça a l'air d'ailleurs d'être une valeur cardinale du spatial, c'est que tout est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, c'est sûr. Alors je parle des gens de Matra, mais je pourrais très bien parler des gens de Cereb et de tous les sous-traitants et coopérants. On a contribué à faire de ce tir du 26 novembre 1965 une étape importante dans la conquête de l'espace, quoi. Vous étiez conscient à l'époque de l'importance stratégique, géopolitique même, de la démonstration par la France de ses capacités spatiales? Oui, quand même, parce qu'il y avait beaucoup d'événements qui étaient retransmis à la télévision ou aux radios sur le lancement des Russes, le lancement des Américains. Et c'est vrai que l'objectif qui a été donné par le général de Gaulle, on était sensible à ça, hein. Donc on savait bien que c'était important. Et chez nous, à Matra, on était motivés aussi, hein. Donc oui, j'étais conscient de ça, oui. Et quand je vois aujourd'hui, avec le recul qu'on peut avoir, que ce qui s'est passé, et je ne peux pas oublier qu'après ce succès de Diamant, on a été les mêmes équipes impliquées par la préparation d'Ariane. Hein, je le redis avec force,
quand on est allé faire le tour de l'Europe avec Dall'Est et Sillard pour essayer d'européaniser le projet de fusée Ariane, oui, en s'appuyant justement sur le succès de Diamant, et que ça a conduit à ce succès de lancement le 25 décembre 1979 d'Ariane, je peux dire que cette étape-là nous a permis d'avoir la deuxième étape et aujourd'hui d'être les leaders dans le domaine spatial, l'Europe et Toulouse. Je pense que ce sont des étapes qu'on ne peut pas oublier et je suis toujours ému quand j'évoque ces sujets-là. Et oui, donc Ariane, en quelque sorte, c'est une fille d'Astérix, quelque part. Évidemment, c'est la deuxième. Ariane, c'est la deuxième étape après Diamant et Astérisque. Astérisque, c'est simplement le témoin de ce succès. Ça n'a pas plus de valeur que ça, mais c'est une valeur symbolique énorme, quoi. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage très émouvant aussi. 50 ans après Astérix, la grande aventure spatiale française, européenne désormais, qui continue. Merci beaucoup. Merci.